Dans mon quartier, il y avait cette vieille dame qui, lorsqu'on passait devant son immeuble, depuis son balcon au premier étage, criait toujours aux passants : « Excusez-moi, quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Lorsque quelqu'un lui répondait, par exemple : « On est lundi aujourd'hui, madame », elle le remerciait, puis après quelques minutes, posait exactement la même question à un autre passant, qui lui donnait la même réponse et ainsi de suite. Elle était peut-être atteinte de démence, d'Alzheimer ou d'une autre maladie neurodégénérative. Je ne sais pas vraiment. Mais pour moi, c'était le petit rituel à chaque fois de passer devant chez elle au retour des courses pour voir si elle était là et lui dire avec un grand sourire quel jour on était. Pour elle, c'était toujours comme si c'était la première fois, comme un éternel recommencement, un éternel plaisir à avoir ce petit échange et entendre notre réponse. Elle arborait alors un sourire radieux et avait cet air très reconnaissant, très aimable. C'était peut-être les seules interactions qu'elle pouvait avoir avec d'autres gens, j'imagine. Un jour, ça s'est arrêté. Elle ne s'est plus jamais remontrée au balcon. Je ne sais pas si elle nous a quittés, si elle a été hospitalisée ou placée en maison de retraite. À vrai dire, je ne sais absolument rien d'elle. Je sais juste que ça s'est terminé comme ça, sans vraiment s'annoncer. Et malgré le fait qu'on ne se connaissait pas, lorsque je passe encore aujourd'hui devant chez elle, je ne peux m'empêcher de lever la tête vers son balcon et me demander ce qu'elle est devenue. Il y a malgré tout un lien, aussi ténu soit-il, qui s'est noué discrètement entre nous. Et la fin de ce petit rituel m'a fait quelque chose. En fait, il y a eu, parmi tous ces échanges qu'on a pu avoir, une dernière fois. Un moment où, ça y est, sans le savoir, ce rituel allait se terminer. Si je vous raconte ça, c'est parce que c'est un exemple, somme toute assez inattendu, mais néanmoins véritable, d'une fin de relation. Notre lien était très faible, et malgré tout j'ai ressenti dans sa fin une forme de petit deuil. Alors imaginez pour des liens beaucoup plus forts, avec des gens, des lieux, parfois même des œuvres, un travail qu'on termine, la fin d'une saison, la fin des vacances, un déménagement, une séparation amoureuse ou amicale, toutes ces fins que nous vivons et qui sont comme autant de petits traumas pour les grands nostalgiques comme moi. Pourquoi a-t-on autant de mal à accepter la fin des choses ? Ou plutôt devrais-je dire, la fin des choses qui nous ont rendus heureux ou qui ont apporté une forme de beauté dans notre vie. J'ai toujours été sensible à tout ce qui est sur le point de disparaître. Je crois vraiment qu'au fond, je crée essentiellement pour ça. Retenir ne serait-ce qu'un instant de plus, ce qui se dérobe sans cesse devant moi. Mais est-ce bien la meilleure chose à faire ? Est-ce que ce n'est pas tomber dans une nostalgie qui me fait dramatiser le réel et finalement passer à côté de ce qu'il y a vraiment à vivre ? C'est une vraie question que je me pose. Parfois, la fin de quelque chose peut être un soulagement, une libération, comme parfois il peut être le lieu d'une résistance de notre part à accepter le passage du temps. Penser la fin des choses, c'est penser l'irréversibilité du temps, le caractère unique de chaque instant qui passe, et sentir ce qui se joue dans ces moments fuyants où nous nous apercevons que plus rien de ce que nous avons vécu ne se revivra jamais. Pour l'écriture de cette vidéo, je me suis beaucoup appuyé sur les travaux de philosophes comme Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson, ou encore sur le livre de Sophie Galabru, Nos dernières fois, défier la nostalgie, un essai philosophique que je vous recommande évidemment. Alors installez-vous confortablement, prenez-vous un petit thé ou un petit café. Nous allons aujourd'hui questionner notre rapport à la fin des choses, essayer de mieux les comprendre pour mieux les vivre et nous permettre peut-être d'en sortir un peu plus grandis.
Penser la fin des choses, c'est fatalement se frotter à la question du temps. Et réfléchir au temps, c'est d'une certaine manière réfléchir à la notion de changement. C'est réfléchir à ces instants de bascule où l'on passe d'une chose à une autre. Réfléchir à la fin des choses, c'est donc inévitablement penser la notion de limite. C'est justement ces limites, ces seuils où se jouent tous les possibles d'un après encore inconnu, auxquels je suis profondément sensible. Les débuts, c'est une autre forme de sensibilité. Les premières fois conjuguent enthousiasme, espoir, crainte de l'inconnu, aventure et excitation. Rappelez-vous la première fois que vous avez découvert un lieu, un artiste, une œuvre, la première rencontre avec une personne aimée, la première fois que vous avez joué à votre jeu vidéo préféré. Dans les premières fois, il y a un certain plaisir lié à l'insouciance du temps, justement. La dernière fois, la fin, c'est différent. La fin nous rend brutalement conscients du temps et de la finitude des choses, comme l'écrit très justement Sophie Galabru. La première fois, nous aimons l'organiser et la provoquer, surtout jeunes. Première fois dans un avion, premier baiser, première cigarette. Il y a bien des premières fois que nous pouvons nous offrir. Lorsque nous commençons, nous nous moquons du temps. Il peut bien passer, la première fois nous en extrait. La dernière, c'est autre chose. Elle n'a pas cette insolence. Elle se sait l'aboutissement d'une série. Elle est l'ultime unité qui l'achève. La durée qu'elle vient ponctuer ne peut pas s'oublier. Je veux persévérer dans mon existence, dans celle de ceux que j'aime. Je souffre de constater que chacun peut partir ailleurs, me quitter ou disparaître. Parmi les fins qui ont marqué ma vie, il y a bien sûr la fin de l'école. L'école primaire d'abord, puis le lycée. La scolarité occupe une part très importante de la vie de tout le monde. Ce sont les années où nous apprenons à nous construire, où nous nouons des amitiés qui dureront parfois pour le reste de notre vie. Lorsqu'on est enfant, on a l'impression que l'école ne finira jamais. Ça dure une éternité cette histoire. Et pourtant aujourd'hui, cette époque me semble déjà si lointaine. Je me souviens encore très bien du dernier jour de primaire. Nous étions dans le bus scolaire avec mes amis, à pleurer sur le trajet du retour, car nous savions que quelque chose était en train de se terminer. Même si on en avait marre de l'école, comme à peu près tous les enfants, elle restait ce sanctuaire qui a préservé toute une partie de notre enfance et de nos bons souvenirs. On ne comprenait pas vraiment à l'époque. On avait cette peur de se séparer, de ce qui allait nous tomber dessus par la suite. La fin du primaire signifiait en un certain sens la fin de l'enfance et de l'insouciance. Le passage à l'adolescence, à des responsabilités plus grandes, au changement brusque parfois de ce corps qui nous a accompagnés jusque-là. Le dernier jour du lycée, c'est étrange mais je ne l'ai pas tellement célébré comme les autres. J'avais eu mon bac du premier coup, j'en étais heureux, c'est vrai, mais je sentais déjà que quelque chose était en train de m'échapper. J'étais bien sûr beaucoup plus conscient qu'au dernier jour d'école primaire, et je sentais dans ce qui était en train de se jouer, au présent où je vivais les choses, une forme de nostalgie. Il faut dire que mon année de terminale était sans doute la meilleure de toute ma scolarité. J'avais à la fois ce sentiment invincible de la jeunesse, des rêves plein la tête, et cette plus grande liberté à faire ce que je voulais, à sortir et rentrer tard le soir, etc. Cette période abrite parmi les souvenirs les plus intenses de ma vie. J'avais donc déjà ce petit décalage en moi pendant que les autres célébraient, ce petit pincement au cœur, à voir partir pour de bon tous les souvenirs attachés à ce lieu. Les séparations amoureuses sont des fins qui ne nous laissent jamais indifférents. Ce n'est pas pour rien que l'on utilise le mot rompre pour signifier la fin d'une relation. Il y a cette idée de défaire, de casser, de rompre un lien profond qui s'était noué. Une relation peut se clore sur une ultime discussion, une dispute, un dernier moment de tendresse ou de sensualité. Elle est le lieu d'un rituel de fin différent selon les personnes et les cas de figure. Lorsqu'elle n'est pas ritualisée par une sorte de cérémonie de clôture, cette fin de relation peut être lacunaire. Cela est surtout vrai dans le cas où l'un des partenaires veut partir et l'autre non.
faut alors expliquer la raison de la séparation, trouver les mots pour le faire, une bonne fois pour toutes. Mais il arrive parfois que cette personne soit dans le refus de la parole ou se plonge dans le mutisme. L'autre en face reste alors sur sa faim. Il exige de comprendre. Mais cette difficulté à parler peut aussi être entendue. Parfois les mots blessent davantage. On ne sait pas comment les formuler. Pour celui ou celle qui doit s'expliquer, cela devient une charge insupportable. Quelle que soit la raison de la séparation, c'est une manière de ne pas accepter totalement la fin. Le silence est un refuge qui vient peut-être retenir cet instant, le rendre moins réel. Bien que les mots puissent fournir à celui ou celle qui se fait larguer une raison valable, souvent l'explication intellectuelle ne calme pas l'incompréhension affective. Chaque rupture doit se souffrir. Comment parler de la fin des choses sans évoquer la fin la plus importante de toutes? Celle qui nous attend au bout de l'aventure. Je veux bien sûr parler de la mort. Sincèrement, il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne pense à la mort. Cette limite ultime qui réévalue chaque jour la valeur de notre existence. La mort a une dimension à la fois médicale, disons clinique, l'arrêt de toute vitalité, et une dimension à la fois purement métaphysique. Elle nous ouvre, qu'on le veuille ou non, au spirituel. Elle a quelque chose d'à la fois inévitable et profondément mystérieux. Elle est la fin qui nous ouvre vers tous les possibles. Est-ce qu'après notre mort, c'est le néant? Une forme de renouveau? Un retour à une unité qui nous dépasse? Personne ne peut nous le dire et personne ne le pourra jamais. Face à ces questions vertigineuses, nous ne pouvons être dans le savoir. Nous tombons inévitablement dans le domaine du croire. Quoi qu'il arrive, même pour ceux qui croient à la persistance d'une âme ou d'une énergie après la mort, la perte physique d'un proche reste une douleur incommensurable. Car ce qui nous manque de cette personne, c'est sa voix, sa chair, sa présence, son odeur. Vladimir Jankélévitch est pour moi le grand philosophe de la mort. Il distingue dans son essai intitulé tout simplement La mort, 3 distances différentes par rapport à elle. Il y a la mort à la 3e personne, c'est-à-dire la mort démographique ou médicale, la mort anonyme, statistique d'autrui, de personnes que je ne connais pas, qui peuvent me toucher mais en tout cas ne m'affectent pas profondément. Il y a ensuite la mort à la 1re personne, c'est-à-dire la mienne dont je ne peux vraiment parler, puisque je ne l'expérimenterai pas vraiment. Une fois mort, je n'aurai même plus conscience d'être mort. Ce secret, je l'emporte dans la tombe. Et puis, il y a la mort à la 2e personne, la mort d'un proche. Cette mort-là ressemble le plus à la mienne sans être la mienne, sans être non plus la mort impersonnelle et anonyme du phénomène social. C'est un autre que moi, et en même temps, c'est ce qui me touche au plus près. C'est sans doute la fin la plus dure à accepter. Elle est une véritable tragédie pour celui ou celle qui perd un parent, un ami, un enfant. La mort est une fin à laquelle on ne peut pas réellement se préparer. C'est toujours sidérant. C'est toujours une première fois, comme nous le dit Jankélévitch. C'est une fin que chaque culture ritualise car elle touche profondément à notre quête de sens. Bien entendu, la perspective de notre propre mort, la mort à la 1re personne, pour reprendre les mots de Jankélévitch, peut nous angoisser et nous mettre dans cette attitude comptable face au temps qu'il nous reste. Le philosophe nous dit que l'être humain n'est pas fait pour connaître la date de sa mort. Et j'adore cette formule de Jankélévitch, l'humain est fait pour l'entr'ouverture. Sa vie est fermée par la mort, mais elle est toujours entrebâillée par l'espérance. Je crois profondément qu'être conscient de notre finitude peut nous aider à vivre plus intensément et de manière plus ajustée.
même si cette limite nous effraie, elle est une façon de nous rappeler le précieux de la vie. La mort porte en elle une dialectique étrange. Non seulement elle nous empêche de vivre, parce qu'elle limite littéralement notre vie, mais en même temps elle nous donne la valeur de notre existence, ce qui fait qu'on est humain. C'est bien parce qu'on meurt que l'on vit. On peut donc dire que ce qui ne meurt pas ne vit pas réellement non plus. Regardez les figures fictives comme le vampire ou le mort-vivant, ces êtres coincés entre la vie et la mort, ils n'ont pas d'existence proprement valable puisque la mort ne les atteint pas. To be alive, to walk this earth, that's the real curse, right there. We undead will never die. And that's quite a predicament, really. Jean Kelevitch formule cette idée avec élégance. J'aurais au moins connu la vie, même si je dois la perdre, et parce que je dois la perdre, eh bien, j'aurais tout de même vécu. Je crois qu'il y a différents types de nostalgie. Il y a celle qu'on éprouve en replongeant dans un souvenir heureux, comme une sorte de douce flamme à laquelle on se réchauffe parfois et qui peut nous redonner du courage et une perspective différente sur la vie. Il y a celle qui nous enferme dans un souvenir mais qui nous rend pour le coup profondément tristes, une sorte de ressassement du passé qui entraîne une fuite du présent et nous empêche de nous projeter dans l'avenir. Puis il y a une nostalgie vraiment particulière, plus subtile, qui est plutôt une nostalgie du présent, c'est-à-dire une sorte de légère inquiétude à voir s'écouler le temps et les moments heureux au présent même où on les vit. Cette nostalgie du présent nous sort toujours de l'instant et vient teinter un bonheur que l'on est en train de vivre d'une douce mélancolie. C'est par exemple cette sensation étrange où lorsque vous êtes à une soirée entre amis ou une belle journée en famille, tout à coup un retrait du réel s'opère et vous vous étonnez à éprouver de la tristesse à voir partir cet instant. Vous prenez tout à coup conscience que ce beau moment va finir et qu'il ne reviendra jamais. Vous reverrez vos amis, votre famille, vous referez sans doute plein d'autres soirées, mais ce moment-là, précis, tel que vous le vivez, celui-là va disparaître et vous n'y pouvez rien. La nostalgie a quelque chose d'artificiel qui nous empêche d'une certaine manière de nous installer dans le présent et le vivre pour ce qu'il est. Peut-être traduit-elle une volonté de contrôle et une peur de cette impuissance face au temps. Et je comprends parfaitement pourquoi cette projection de la fin peut être quelque chose de profondément angoissant. En fait, je crois qu'il faut passer d'un rapport quantitatif au temps, arrêter de compter chaque seconde, chaque minute, chaque jour, à un rapport qualitatif au temps. Qualitatif, non dans une conception absolument productiviste, à faire entrer le maximum d'activités dans un planning, à devoir compter chaque instant comme si nous étions otages d'un budget temporel limité, mais plutôt dans une certaine manière d'habiter le présent, sans pour autant tomber dans cette rentabilité de chaque seconde. Et surtout, au lieu de ce mot qui ne veut rien dire, de profiter, je préfère le mot d'attention à ce qui se vit à chaque instant. Un certain degré d'écoute pour arriver à s'installer dans la durée et prendre la vie dans son mouvement général, avec également ses temps morts et ses creux. Et pourtant, une fois qu'on a dit ça, il y a tout de même quelque chose qui me dérange. Certes, cette façon de penser nous permet de moins angoisser de la fin des choses. Mais faut-il pour autant ne rien ritualiser, oublier le temps qui passe, se sentir éternel? Je ne crois pas, non. En tout cas, cette perspective ne me convient pas. Ritualiser la fin des choses nous aide aussi à approcher le vertige de ses limites. La nostalgie du présent qui fuit, je crois qu'on peut aussi en éprouver un certain plaisir.
Elle n'est pas obligée d'être dans l'angoisse ou la tristesse. Cette nostalgie-là, pour moi, elle n'est pas dans le regret de l'ancien, elle est dans l'intensité de l'instant comme événement marquant. Elle est une faculté d'empuissantement du réel. Et c'est ce qui crée en moi un sentiment esthétique de la vie. Tant que ma nostalgie ouvre cette petite brèche poétique dans le quotidien et qu'elle ne m'entrave pas totalement, faut-il vraiment la désamorcer? Ou alors la laisser m'habiter pleinement? Je crois au fond que chaque être voué à une certaine sensibilité a une idée très haute de la beauté et de l'émotion d'un instant. C'est aussi ce qui nous rend humains au fond, cette folle ambition de retenir l'instant pour résister à la tyrannie du temps. Il y a une forme de beauté désarmante dans ce léger retrait du monde, ce décalage par rapport au réel, ce petit retard sur soi-même qui nous permet de mieux en apprécier la saveur. Cette sensibilité au temps qui passe et à la fin des choses, on peut la voir comme une malédiction. Mais je crois que c'est une sublime malédiction, que nous avons presque le devoir d'accueillir en tant qu'humains pour la partager au monde de la manière la plus juste possible. Penser la fin des choses nous ramène toujours d'une certaine manière au tout début, là où tout a commencé, lorsque notre aventure débutait et qu'on ignorait totalement où le vent nous mènerait. Pour ce qui est de la mort, cette fin ultime, non, je ne la romantise pas. Je sais quelle est la limite la plus brutale qui nous attend. C'est une question qui m'a toujours obsédé. Que restera-t-il de nous après que l'on soit parti? Que restera-t-il de nos étés ensoleillés, de ces nuits à regarder le ciel, trembler au-dessus de nos années de feu? Que restera-t-il de tout ça? Alors peu importe le bonheur, le vrai, l'authentique, le raisonnable ou le mieux-être, laissez-moi garder encore un peu ces moments qui ne cessent de s'en aller. Et de cette histoire que nous avons commencée il y a déjà bien longtemps, de ces moments précieux passés ensemble, de ces relations amoureuses vouées à brûler ou ces amitiés défaites par la distance, de ces journées banales à contempler le ciel et ces rires qui ont empli les lieux que nous avons habités, laissez-moi au moins, ne serait-ce qu'un instant, m'émouvoir de leur fin.